Bonjour à tous, 2021, une année à la croisée de bien des chemins pour Voiron, au cœur du pays voironnais, du développement de l'activité économique et donc de l'emploi, en passant par l'accélération du défi environnemental, sans oublier également et évidemment l'aboutissement d'un grand dossier, l'ouverture du nouvel hôpital. Les mois qui viennent seront déterminants. Nous les partageons ensemble dans cette émission spéciale de début d'année avec 4 invités que nous sommes heureux d'accueillir. Monique Sorrentino, bonjour. Bonjour. Directrice générale du CHU de Grenoble-Alpes, avec Élodie Ancillon, directrice déléguée du Centre hospitalier de Voiron. Bonjour. Et voironnaise. C'est ça. Avec également Philippe Guédon, directeur général de King Jouet. Bonjour Philippe. Bonjour. Voironnais également. Eh oui, de plusieurs générations. Avec nous aussi Bruno Catin, le président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Bonjour à tous. Bonjour, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Et évidemment Julien Pollat, le maire de Voiron. Monsieur le maire, une émission spéciale pour se souhaiter une belle et riche année. Oui, parce que nous avons la frustration cette année de ne pas pouvoir accueillir, comme à l'accoutumée, au grand angle, les habitants, afin de partager un moment de convivialité avec eux. Donc la vidéo ici ne se substituera pas à la convivialité qui nous manque, mais c'est aussi l'occasion pour la ville de faire un retour sur l'année écoulée, de venir expliquer quels sont les projets qui nous attendent dans les mois à venir. Et c'est en partie l'objectif de le faire ici. Et je remercie les invités qui vont être des acteurs à nos côtés de projets essentiels dans le courant de l'année pour leur participation. Émission enregistrée évidemment dans le respect des règles sanitaires, ici dans les studios de nos amis de LSD, le sport dauphinois, que nous remercions pour leur accueil. Durant une heure ensemble donc, nous allons revenir sur les grands projets des mois à venir, mais on commence aussi par un coup d'œil par l'année écoulée, sur 2020, les effets de la crise sanitaire bien évidemment, mais aussi et avant tout l'installation de nouvelles équipes à Voiron et au Pays Voironnais. L'année avait effectivement commencé en 2020 par les élections municipales. Reportage. Le premier tour des élections municipales s'est déroulé le dimanche 15 mars dernier. Malgré le contexte de crise sanitaire naissante, les Voironnais ont pu voter dans les meilleures conditions grâce à un protocole d'hygiène strict déployé en urgence par la ville. À l'issue du premier tour, la liste Voiron-Ville d'Avenir, conduite par Julien Pollat, est arrivée en tête du scrutin dans l'ensemble des bureaux de vote, en rassemblant 56,70% des suffrages exprimés. Loin devant les listes Voiron citoyennes, menées par Anne Favier à 22,05% et Nouvel Horizon pour Voiron, menée par Joanne Vial à 16,44%. La liste Voiron Bleu Marine, conduite par Alexandre Collin, a quant à elle manqué de peu la barre des 5%, seuil permettant d'être représenté au sein du conseil municipal. Sur les 35 élus qui composent le conseil, 28 sont donc issus de la liste Voiron-Ville d'Avenir et constituent la majorité municipale. 4 représentent la liste Voiron citoyenne et 3 la liste Nouvel Horizon pour Voiron. Ce scrutin a également été l'occasion d'un important renouvellement, puisque 20 élus sur 35 sont nouveaux et n'avaient jamais exercé de responsabilité élective auparavant. Les nouveaux élus, officiellement entrés en fonction le 25 mai dernier, ont élu leur maire Julien Pollat, mais également 9 nouveaux adjoints pour exercer des délégations. Yves Lardin, Aline Motte, Anthony Moreau, Lydia Ruello-Mogor, Chokri Badreddine, Armel Le Bourdonnec, Stéphane Valentin, Nadine Fayolle et Nicolas Julliard. Alors Julien Pollat, la liste que vous conduisiez à ces élections a gagné avec plus de 56% des suffrages dès le premier tour et malgré la présence de 4 listes. Ça vous a évité l'attente d'un second tour plusieurs mois après. Oui, c'est vrai que si on avait pu présumer de ce qui adviendrait, on aurait été d'autant plus soulagé encore. Non, moi je voudrais simplement remercier les Voironnais, parce que j'ai pas eu finalement tant d'occasions que ça de le faire, compte tenu de l'absence de moments festifs et d'animation depuis quelques mois. Une réélection, pour nous, c'est un sens qui est plus important encore que celui d'une première élection, puisque on bénéficie toujours la première fois aussi d'un mouvement de rejet des sortants, et puis il faut bien choisir quelqu'un d'autre. Là, c'est aussi la reconnaissance du travail accompli pendant 6 ans, donc c'est un grand honneur pour nous, c'est aussi beaucoup de devoirs, et c'est bien comme ça qu'on l'appréhende pour s'efforcer dans les années à venir de prolonger les dynamiques qu'on s'était efforcé de mettre en œuvre entre 2014 et 2020. Bon, ce second mandat a aussi commencé par un défi de taille, inédit, avec la gestion locale de la crise Covid, l'accompagnement d'un confinement. Comment vous l'avez vécu ?
On l'a vécu avec, comme tout le monde, beaucoup d'inattendus. On n'était pas armés au départ pour pouvoir faire face à ça. Donc la chance qu'on avait, c'est que la ville avait complètement réformé son processus de gestion de crise quelques semaines auparavant. On a un nouveau plan communal de sauvegarde. On avait fait un exercice en conditions réelles de sinistre sur la commune. Donc substituer à l'organisation habituelle une organisation de crise, on a été en mesure de le faire dans un délai relativement bref. Après, pour nous, l'enjeu, ça a été de faire face à l'urgence sanitaire dans le respect des consignes que les autorités sanitaires et l'État nous demandaient de mettre en œuvre, de veiller au soutien des plus fragiles et des plus vulnérables. Moi, j'aime à rappeler que la valeur ajoutée d'un échelon de proximité comme la commune, c'est celui d'être à proximité de ceux qui pourraient potentiellement passer à travers les mailles des échelons supérieurs. Et donc les plus vulnérables pour nous, c'est les résidents de notre EHPAD, de notre foyer logement, parce que c'est ceux que les familles placent sous notre responsabilité directe. Et puis tous ceux qui ensuite, chez eux, sont frappés par des problèmes liés à l'âge, par des problèmes de santé, par des problèmes sociaux, de précarité, qui les rend évidemment plus exposés que d'autres aux difficultés. Et puis l'enjeu maintenant, c'est que toute cette gestion de crise, qui n'est évidemment pas terminée, ne fasse pas non plus obstacle à ce qu'on puisse commencer à dessiner le chemin de l'avenir et à continuer d'entretenir des projets pour le futur. Et c'est ce fonctionnement à deux temps qui est un petit peu complexe, évidemment, mais qu'on s'efforce de relever comme tout le monde. Une organisation de crise que vous avez maintenue, d'ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, et qui se poursuit. Oui, on a changé le rythme de la gestion de crise. On avait des réunions de crise quotidiennes entre mars et juin, je dirais, en tout cas dans la phase la plus aiguë du premier confinement, et puis du réajustement nécessaire de tous les services publics. On a ensuite, à partir du déconfinement, eu un rythme qui a été hebdomadaire, puis mensuel, et on a renoué avec le deuxième confinement sur un rythme hebdomadaire qui nous permet de faire les points de calage nécessaires toutes les semaines. Même question à vous, Bruno Catin, au Pays Voironnais. Comment est-ce que vous avez vécu ces premiers mois de mandat en tant que président et dans la crise sanitaire ? Alors la crise sanitaire, je n'étais pas président puisque j'étais en charge des ressources humaines. Donc c'est à ce titre que je présidais la cellule de crise qui s'est réunie effectivement sur le même rythme que celle de Voiron, c'est-à-dire tous les jours de mars à juin. Le challenge, il était clair, c'était d'assurer la continuité du service public, tout en, bien évidemment, garantissant la meilleure protection à nos agents qui étaient notamment sur le terrain. Donc je veux saluer une capacité d'adaptation et une mobilisation de tous les instants de nos agents. Je pense bien évidemment à des services publics tels que la collecte, tels que l'eau et l'assainissement, tels que les aides à domicile, où là il y a eu véritablement un travail remarquable. Donc je crois qu'il y a eu également un prémisse peut-être de ce que pourraient être demain les relations avec nos agents, c'est le développement du télétravail, puisque très vite on a pu mettre en place du télétravail pour à peu près 300 agents. Donc là aussi, beaucoup de remerciements pour le service informatique qui a su travailler pour qu'on soit réactif le plus rapidement possible. Et ce mode de travail, ce télétravail peut être une piste sur laquelle il faudra qu'on réfléchisse dans nos modalités aujourd'hui de rapport avec nos agents. Philippe Guédon, une année 2020 électorale, marquée par une crise sanitaire. Elle aurait été bien singulière cette année passée. Oui, chargée. Alors, la partie électorale, elle est importante parce que je pense que les Voironnais le savent. Il y a quand même une nécessité pour les entreprises d'être dans un contexte qui leur permette d'avoir une attractivité. Enfin, souvent, on a tendance à considérer que l'économie et la politique sont deux mondes. On parlera tout à l'heure de tout ce qui est le milieu hospitalier, mais sont des mondes un peu séparés. C'est pas du tout le cas. Naturellement, une entreprise a besoin pour performer d'un territoire qui lui permette de performer. Donc, le fait que la sélection municipale entraîne un renouvellement aussi au niveau du Pays Voironnais, là où la plupart des sujets économiques sont traités, est important pour nos entreprises. Et l'attractivité, c'est à la fois tous les éléments liés au choix d'urbanisme, la possibilité de trouver des zones où les entreprises peuvent s'implanter, c'est tous les sujets concernant les aspects fiscalité. Bon, il n'y a pas que la fiscalité dans la vie, mais pour les entreprises, c'est quand même un sujet important. Tous les volets de transport, et puis j'en oublie sans doute un certain nombre. Donc en effet, une année chargée, si on en vient maintenant au volet Covid, où nos entreprises ont
ont abordé ce début d'année avec, pour un certain nombre, un arrêt brutal de leurs activités. Alors, c'était le cas dans le commerce où nos magasins ont fermé à la mi-mars pour ouvrir à la mi-mai. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises se sont trouvées dans une période où, même si elles avaient la possibilité de travailler, je pense notamment à tout le secteur du bâtiment, il était difficile sur les premières semaines, les premiers mois, d'exactement comprendre ce qui pouvait être fait dans le cadre des règles sanitaires à respecter. La deuxième période, donc novembre, a été vue un peu différemment. Bon, pour le coup, dans le jouet, le secteur que je représente, il y avait une pression un peu différente vu le poids d'activité à cette période de l'année. Mais en tout cas, les entreprises étaient un peu mieux préparées. Donc, je pense qu'elles ont vécu d'une manière, avec un peu plus d'anticipation, ce qui a été la deuxième période de fermeture pour un certain nombre d'entre elles en novembre dernier. Et on verra précisément pour le groupe Kick Jouet comment s'est passé cette année 2020. On verra ça dans un instant. Monique Sorrentino, Élodie Ancillon, le système hospitalier a aussi été mis à rude épreuve ces derniers mois et il a tenu malgré tout. Oui, le système hospitalier a tenu et avant de développer un petit peu ce point, vraiment d'abord remercier la population, toute la population et particulièrement puisqu'on est sur Voiron, les Voironnaises et les Voironnais, parce qu'on sait que sans la contribution de tous sur le respect des gestes barrières, sur le confinement, sur le télétravail, sur tous les efforts que l'on a demandé aux uns et aux autres, le système hospitalier aurait beaucoup moins bien tenu le coup. Donc vraiment, un immense merci à tous. Un merci aussi à toutes les bénévoles qui se sont manifestés, au chocolatier Bona qui nous a aussi envoyé des petits chocolats, plein de marques d'attention pour tous nos professionnels de santé. Donc vraiment un immense merci pour commencer. Oui, le système hospitalier a tenu le coup et on doit là aussi remercier nos professionnels de santé, alors que ce soit les professionnels de santé de l'hôpital, mais aussi les professionnels de santé libéraux, parce qu'il y a une mobilisation vraiment de tous et on a fait des pas de géant sur notre capacité de travailler ensemble et c'est bien grâce à cela, et Élodie pourra détailler, que finalement on s'en est pas si mal sorti que ça. Donc au niveau de l'hôpital, on a eu une deuxième vague extrêmement forte à partir du mois de septembre. Elle a été 4 fois supérieure à la première vague du printemps. Donc on a eu un maximum de plus de 500 patients à prendre en charge dans nos hôpitaux, que ce soit au CHU, dans les cliniques du territoire et bien sûr à l'hôpital de Voiron. Voiron a contribué pour 1/4 des patients hospitalisés sur l'ensemble du territoire. Et donc on a connu un pic de 540 patients à prendre en charge pour des raisons Covid à l'intérieur de l'ensemble des hôpitaux du territoire. C'est important. Pour Voiron, le pic a été atteint à 130. Pour la deuxième vague, il faut savoir que ce pic de patients hospitalisés à l'hôpital de Voiron, ça a été le maximum de la première vague sur l'ensemble du territoire Isère Sud. Donc c'est pour montrer vraiment l'impact très important. À aujourd'hui, donc on est redescendu sur le territoire à peu près 300 patients hospitalisés pour raison Covid contre un pic de 538. Donc il est quand même encore important. Il est toujours 2 fois supérieur au maximum de la première vague. Et là, nous avons un effet plateau. Donc on est tous en veille. Mais oui, le système hospitalier a tenu le coup. On a demandé énormément à nos professionnels de santé. On a changé toutes les organisations d'un hôpital pour pouvoir ouvrir plus de lits de soins critiques, pour ouvrir des unités Covid, pour prendre en charge autrement les patients. Et donc, tous les postes de travail ont été modifiés. Donc, pour les représentants du monde économique, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Donc, voilà, les hospitaliers, les professionnels de santé sont vraiment très agiles pour prendre en charge cette crise. Et le reste aujourd'hui, pour gérer la vaccination maintenant. Bien sûr, une nouvelle étape. Alors, Élodie Ancillon, on le disait à l'instant, cette crise a aussi marqué l'importance du maillage territorial des acteurs de santé. Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'on a eu des échanges très réguliers avec l'ensemble des professionnels du territoire, à la fois les élus qui nous ont accompagnés dans les différentes phases de confinement, puisque grâce à la mobilisation des collectivités locales, on a pu maintenir dans les écoles les enfants de nos professionnels, par exemple. C'est un exemple qui illustre bien la coopération que l'on a tous les jours au quotidien entre une structure hospitalière et le territoire. Des liens qui se renforcent, comme l'a évoqué Monique Sorrentino avec la médecine de ville, puisque les médecins généralistes, les associations qui interviennent au domicile des plus âgés sont en contact régulier avec l'hôpital pour maintenir un service de qualité qui puisse reposer sur toutes les ressources qui sont installées sur notre territoire.
On reviendra bien sûr sur les questions et les enjeux de santé dans un instant pour évoquer le futur nouvel hôpital de Voiron. Julien Paulin, j'aimerais qu'on revienne un peu aux élections municipales parce qu'en ont aussi découlé évidemment les nouveaux élus de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. 62 élus pour 31 communes. Avec Bruno Catin, vous étiez en concurrence pour le poste de président. Quelles sont vos relations aujourd'hui ? Bien, écoutez, nos relations sont extrêmement constructives, elles sont chaleureuses. Moi, j'aime à rappeler que la ville de Voiron et la communauté d'agglomération du Pays Voironnais ont des destins qui sont invariablement liés. On peut avoir, à un moment donné, des enjeux qui nous confrontent. Ça n'enlève en rien la nécessité de nos deux collectivités de travailler ensemble. Et puis, autant Bruno Catin que moi-même sommes mus par un souci d'intérêt général. Et donc, on ne saurait s'arrêter à une question électorale pour entraver ensuite la nécessité que les projets se déroulent. Donc, on travaille ensemble dans d'excellentes conditions et j'en suis très heureux. Bruno Catin ? Vous n'allez pas me dire le contraire, ceci étant. Non, je ne vais pas vous dire le contraire aujourd'hui à l'occasion d'une cérémonie des vœux, mais je crois qu'il faut savoir dissocier le temps de la campagne, le temps du débat, le temps de l'élection, et puis ensuite il faut retrouver le temps de l'action et le sens de l'intérêt général. Je n'ai jamais douté de la loyauté de Julien pour travailler dans cet esprit-là. Le Pays Voironnais, il a une spécificité dans le paysage interterritorial, c'est un vrai pôle d'équilibre, mais ce pôle d'équilibre, il passe par des liens étroits avec la ville-centre, à travers l'attractivité de la ville-centre. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans cet esprit-là. On a des relations cordiales, chaleureuses, empreintes de respect et de confiance, et je crois que c'est dans cette voie-là, bien évidemment, qu'on va axer ce mandat-là. En tout cas, j'éprouve beaucoup d'attention et de plaisir à travailler avec Julien Paulin dans ce contexte-là. Lors de vos prises de fonction, vous avez parlé d'une nouvelle méthode dans la conduite de l'intercommunalité, une nouvelle méthode de gouvernance, un mode de gouvernance. Oui, j'ai ressenti effectivement le besoin pour le Pays Voironnais de revisiter cette gouvernance. En fait, il y avait plusieurs enjeux que je souhaitais. Le premier, c'était une vie intercommunale qui soit apaisée. C'était une vitalité démocratique, c'est-à-dire moins de verticalité et plus de relations ascendantes ou transversales. On a quand même des challenges importants à relever. Il faut concilier la transition écologique, il faut concilier les solidarités, il faut concilier donc les urgences sociales, l'économie, et puis une certaine forme de défiance politique qui se manifeste et qui supposait qu'on recrée du lien avec les acteurs du territoire, avec les citoyens, avec les maires et avec les élus communaux. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai souhaité mettre une gouvernance différente. La grande priorité de votre mandat, c'est quoi ? C'est le défi environnemental ? Oui, effectivement, aujourd'hui, quand on fait l'analyse de la crise sanitaire, manifestement, il y a une transition écologique à retravailler. On est probablement la première génération à constater où on en est exactement aujourd'hui dans ces préoccupations climatiques, environnementales. Et je pense qu'on est sûrement la dernière génération à avoir les leviers pour faire un certain nombre de choses. Mais encore une fois, on ne réussira ça que si on y adjoint de la justice sociale, de l'économie, des solidarités. On ne le fera pas simplement en traitant unilatéralement la transition écologique. Monsieur le Président, je vous ai lu pointant l'injonction perpétuelle à la croissance. Est-ce à dire que l'économie ne doit pas être la première des priorités ? Je crois que c'est très difficile de choisir des priorités. La première priorité, ça ne peut pas être la transition écologique, ça ne peut pas être que l'économie, ça ne peut pas être que les solidarités. C'est vraiment un challenge qu'il faut relever et il faut trouver l'amalgame entre ces défis. Mais bien évidemment, on n'est pas dans une logique aujourd'hui de sacraliser la transition écologique. C'est difficile dans un contexte où des gens sont en train de perdre leur travail. Dans la mesure où on va laisser beaucoup de gens sur le bord de la route, il faut retrouver de la justice sociale. La décroissance ne me paraît pas d'actualité aujourd'hui, bien évidemment. Philippe Guédon ? Moi, je suis convaincu, mais ça va dans le sens de ce que vient de dire le président Catin, que c'est une question d'équilibre entre les différentes priorités. Mais qu'à les opposer, on finit par rien avoir.
Donc l'économie se doit d'être différente en 2021 de ce qu'elle était dans le passé. Et on se doit au niveau de nos entreprises d'avoir des démarches sur tout ce qui concerne l'environnement, mais d'une manière plus large, la responsabilité des entreprises, des choses qui n'existaient pas dans le passé. Je pense que la plupart de nos chefs d'entreprise en ont conscience, mais c'est en travaillant ensemble, en avançant ensemble qu'on construira, et certainement pas en nous opposant. Et d'ailleurs, à ce titre, je voulais revenir, je ne sais pas si ça se fait, je voulais revenir sur le point précédent. Puisqu'on est un peu dans la période des bilans, par rapport à ce qui s'est produit en France, mais au niveau mondial avec cette crise du Covid. Moi, je trouve que la France, et sans aucune arrière-pensée politique, s'en est pas si mal sortie. Et je pense qu'il y a une mobilisation, alors, bien entendu, avant tout du monde sanitaire, mais des politiques et à tous les niveaux, nationaux, mais bien sûr locaux, dont on peut être fier. Et quand on regarde ce qui se passe autour, parce que, vous savez, souvent une entreprise, encore une fois, je représente un peu le monde économique aujourd'hui, on se compare aux autres. On n'est jamais bon ou mauvais dans l'absolu. On est un peu meilleur que ce que font les autres et c'est comme ça qu'on progresse. Mais quand on regarde ce qui se passe en Italie, même en Suisse, qui donnait des leçons il y a quelques semaines en arrière, regardez ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, l'Allemagne, sans parler de l'Angleterre, moi je pense qu'en France, on a réussi quand même au niveau global. Donc, encore une fois, tout ce qui concerne tout ce qui tourne autour du monde sanitaire, mais les politiques et un peu l'économie par rapport à des décisions qui ont été prises à des moments. Moi, le premier, je râlais en novembre quand il a fallu fermer nos magasins. Après coup, je me dis, il vaut mieux avoir fermé en novembre et avoir pu faire nos fêtes de fin d'année et vendre nos jouets au mois de décembre. Alors que si malheureusement la décision a été haute, peut-être qu'on aurait dû fermer plus tard et avoir des conséquences encore plus gravissimes. Monsieur le Président, cette crise sanitaire, elle a retardé certains projets de début de mandat ? Oui, la crise sanitaire, elle nous complique un peu la vie. D'abord, des élections avec un deuxième tour qui a eu lieu en juillet, donc ça veut dire une installation en septembre. Donc ça veut dire on est décalé, beaucoup de nouveaux élus. Et puis dans la gouvernance qu'on souhaite mettre en place, avec une consultation auprès des communes, auprès des élus communaux, auprès des acteurs du territoire, il est important qu'aujourd'hui on soit capable de définir une vraie feuille de route qui retraduisent le challenge que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc manifestement, là on est un peu en retard, mais la sagesse veut qu'on travaille sereinement sur cette feuille de route, qu'on soit d'accord sur nos priorités, et puis qu'ensuite on puisse la mettre en place jusqu'à la fin du mandat. Monsieur le maire, le président Catin a évoqué le défi de la transition énergétique. À Voiron, ce sera aussi très concrètement cette année un des objectifs prioritaires ? Oui, ça l'est pour tout le monde. Je veux dire, il y a des réalités qui nous ont sauté au visage. Ça a été très justement dit. Et moi, j'adhère évidemment à la philosophie qui a été développée par Bruno Catin et Philippe Guédon, que de ne pas faire d'une priorité un enjeu nouveau qui occulterait tous les autres. On se doit de servir les habitants, on est là pour ça. Les vies de chacun sont complexes, les projets sont complexes et nombreux, et on ne peut pas résumer une politique publique à un sujet unique. Donc marier les enjeux, c'est ça la nécessité. Pour ce qui nous concerne, la transition énergétique en 2021 à Voiron, ce sera le démarrage des travaux de la chaufferie bois, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, le chauffage de nos habitations est la première source de pollution, d'une manière générale, en particules fines et en émissions de gaz à effet de serre, loin devant les impacts, par exemple, de la circulation automobile, et que quand on se chauffe au gaz, au fioul, on consomme aussi des ressources qui ne sont pas renouvelables. Le chauffage au bois, issus de forêts voisines qui sont gérées de manière durable. C'est à la fois l'assurance d'une stabilité dans les prix, de la consommation d'une ressource qui va se renouveler, et les forêts sont gérées de cette manière, et puis d'une source également dans des chaudières qui sont complètement modernes, évidemment, et à la pointe de la technologie, qui ne génèrent ni de particules fines dans l'atmosphère, ni de gaz à effet de serre. Et ça va desservir des points importants, puisque ce sera, pour ce qui concerne le secteur, la ville de Voiron, la mairie qui sera alimentée par cette chaufferie, le siège du Pays voironnais, notre foyer logement, notre maison de retraite, la piscine municipale également. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui évidemment compte. Et puis le gymnase Chotard aussi, pour ne pas l'oublier. Bon, et puis pour citer un autre grand projet, on ne peut pas évidemment énumérer tous les projets de l'année, mais il y a l'aménagement du quartier de Brunetière qui est un gros enjeu financier. Oui, là on est dans la poursuite de la logique de rénovation urbaine qui veut qu'à la fois on améliore la qualité de vie des habitants par une rénovation du parc de logement, par une modernisation des espaces publics, par une modernisation thermique également des immeubles, dans le sens de la transition énergétique qu'on évoquait précédemment. Et donc on est dans la poursuite, mais 2021 va être une année importante puisqu'on a plus de 2 millions d'euros qui vont être engagés pour à la fois renouveler les équipements publics du quartier,
le relais initiative habitant, le RIH, notre centre social comme l'appellent les habitants, et puis le centre d'accueil petite enfance également, et les voiries espaces publics dont les travaux vont démarrer. Donc c'est une année charnière qui, en fait, avec la fin des travaux qui se fera en 2022, va marquer l'achèvement de ce processus engagé depuis bientôt 10 ans sur le quartier Brunetière. Bon, et puis il y aura aussi évidemment l'aboutissement d'un dossier phare, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est l'hôpital de Voiron. On va y revenir. Mais cette fois, la date est sûre. C'est cette année, Élodie Ancillon. La date 2021 est certaine. Aujourd'hui, on a encore quelques incertitudes à lever. Mais c'est vrai à la rentrée. Voilà. Bon. À l'automne 2021, on s'apprête à couper le ruban. Enfin. On va y revenir dans un instant. Julien Pollard, un mot sur le pays voironnais. D'autres grands projets, les projets économiques dont on a un peu parlé pour cette année. Oui, c'est sûr que c'est un enjeu d'autant plus indispensable que dans cette période, l'économie elle a besoin de soutien. Donc il y a à la fois, pour ce qui relève de Voiron, la commercialisation de la zone d'activité du Parvis 2, en bordure de la rocade qui avance, puisqu'on a des entreprises qui vont s'installer dans cette zone d'activité. C'est important, ça faisait quelques années déjà que Voiron n'avait plus de ressources foncières pour pouvoir accueillir de l'artisanat ou de la petite industrie. Donc on va enfin être en mesure d'apporter des solutions à des entreprises qui en ont besoin pour se développer, créer des emplois et se moderniser. On aura à l'échelle du pays voironnais un sujet majeur qui est l'installation potentielle de la société Arémont sur Centralpes. Donc Arémont est l'un des géants industriels qui fait la fierté du territoire grenoblois au sens large. On a déjà sur Centralpes les sociétés Rossignol, Radial, Poma. On a Antésite peut-être bientôt qui arrivera aussi, Parabout. Arémont était l'un des rares qui n'y était pas encore. On se prépare à les accueillir sur leur filière de travail, qui est leur branche Life, qui traite donc de la santé, qui rentre en étroite résonance avec les enjeux de l'époque. Et puis, toute la question, à Voiron, c'est important, qui relève du soutien à l'activité du commerce de proximité. On a plus de 500 commerces qui ont bien besoin de nous, et je pense avec beaucoup de sympathie aux restaurateurs, aux bistrots, qui malheureusement, depuis déjà de trop longues semaines, sont empêchés d'exercer. Continuons à parler d'économie. Philippe Guédon, parmi les grands groupes locaux, les fleurons présents sur ce territoire, il y a le vôtre, King Jouet, une entreprise familiale née ici à Voiron, dont le siège est ici à Voiron. Pour un entrepreneur, en quoi la dynamique d'un territoire est décisive, par exemple pour choisir son implantation ? Alors, je pourrais l'illustrer par beaucoup de facettes. Je vais peut-être retenir celle des salariés, des collaborateurs. Une entreprise, ça n'est qu'un ensemble de collaborateurs. Vous imaginez aujourd'hui que quand on veut faire venir travailler donc chez King Jouet à Voiron, des collaborateurs qui viennent de Paris ou d'autres régions de toute la France, eh bien, ils viennent voir ce qui s'y passe, et ce qui s'y passe à tout point de vue. Et c'est là où le fait d'avoir une ville, une interco plutôt dynamique, et je tiens à dire que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a la chance sur Voiron et sur le pays voironnais d'avoir toujours eu des interlocuteurs pro-entreprise. C'était le cas, si vous nous permettez, précédemment, et je suis convaincu que ça sera encore le cas sous cette nouvelle mandature. Donc d'avoir, encore une fois, un territoire qui fait envie. Et puis la chance de Voiron, c'est qu'à l'échelle de Voiron, on est aussi à proximité d'autres grosses agglomérations, Grenoble ou même Lyon ou Chambéry-Valence. Voilà, on a une position, on a la chance d'avoir des montagnes au pied de la Chartreuse. Donc tout un ensemble d'éléments qui, avec l'apport que peuvent amener, encore une fois, nos élus sur les décisions qu'ils prennent, font qu'un territoire est aussi attractif pour nos collaborateurs. Et on s'en rend particulièrement compte dans les moments de crise. C'est là qu'on apprécie le dynamisme d'un territoire en matière d'infrastructure, on aurait pu le citer, en matière d'image aussi, c'est important. Ouais, et puis laissez-moi vous dire aussi que dans les périodes de crise telles qu'on l'a vécu, la capacité des entreprises à se mobiliser est un amortisseur indispensable. Le pays voironnais a été en capacité de fournir 2 masques à toute sa population au moment du déconfinement de mai, alors même qu'on était en phase générale de pénurie sur ce type d'accessoires de protection, grâce à la présence sur le territoire de la Société de Nantes, qui s'est mobilisée, qui a tourné ses chaînes de production pour que les habitants du territoire soient servis de manière prioritaire. On a eu les sociétés Radial, on évoquait tout à l'heure le réconfort de Bona, la mobilisation d'Antésite ou des caves de Chartreuse, qui ont redirigé leur production sur des solutions hydroalcooliques au moment où là aussi on était en pénurie. Ça montre combien le partenariat, la coopération de ces différentes dimensions que sont la dimension institutionnelle, économique, hospitalière, fait
la force de la société en cas de choc. Bruno Catin, on connaît l'impact de cette crise Covid sur le tissu économique du Pays voironnais ? Oui, c'est peut-être un peu tôt pour faire un bilan. Moi, je rejoins ce que dit Julien. Je suis effectivement assez admiratif de la capacité également d'adaptation dont ont su faire preuve les acteurs économiques sur notre territoire. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on reste optimiste sur la sortie de cette crise. Il y a eu des efforts effectivement de l'État, il y a eu des efforts des collectivités territoriales, mais les entreprises ont pris toute leur part dans ce challenge, au même titre que la capacité que j'évoquais tout à l'heure d'adaptation des agents de la fonction publique, des soignants, etc., qui se sont directement impliqués et qui ont pu atténuer l'impact de cette crise. Et puis, permettez-moi de le dire quand même, le département, la région, avec lesquels on travaille aussi au quotidien et qui n'ont pas manqué à leurs devoirs au titre de leurs compétences respectives. Vous évoquiez, monsieur le maire, les 500 artisans, commerçants qui sont présents sur Voiron. La ville les a accompagnés comment ? Bien, on s'est efforcé de les accompagner d'abord par la relation avec le Pays voironnais, qui a une compétence directe. On a une plateforme de vente en ligne qui c'est payvoironnais.shop. Il faut l'imprimer, payvoironnais.shop, qui permet d'avoir accès au catalogue numérique de presque 200 boutiques du territoire et de commander en ligne aussi pour les faire fonctionner. C'était nécessaire quand elles étaient fermées par contrainte, mais c'est toujours utile et pour leur numérisation dans l'avenir. Ce n'est pas le PDG de Kingsway qui dira le contraire au regard de sa maîtrise de ce sujet. On leur a fait cadeau sur l'année 2020 des droits d'occupation du domaine public au titre des terrasses de consommation, par exemple. Le Pays voironnais a consenti un renoncement à la perception de la cotisation foncière des entreprises pour les entreprises des catégories les plus directement exposées à la crise. Donc voilà, puis au moment du déconfinement, j'évoquais les masques, le gel hydroalcoolique. Le Pays voironnais a aussi fourni un kit à tous les commerçants, leur permettant d'ouvrir dans les conditions sanitaires optimales, alors même que c'était une vraie difficulté pour beaucoup d'entre eux. Et aussi la gratuité du stationnement. Oui, la gratuité du stationnement, elle était d'abord surtout motivée par le fait que les gens n'ayant pas la possibilité de sortir de chez eux, on n'allait pas les inciter à rompre le confinement pour déplacer le véhicule ou mettre des sous dans le parc-mètre. Si vous permettez, ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, le rôle du service économique au sein du Pays voironnais, c'est effectivement d'aménager des zones, c'est de proposer des infrastructures, mais c'est aussi une volonté d'accompagnement que l'on se doit de faire auprès des entreprises, notamment auprès du commerce. Ce système-là, il est complété par un accompagnement au quotidien pour pouvoir permettre une évolution nécessaire, notamment des commerces ou des artisans sur le territoire. Alors ce premier confinement en particulier, il laissera un impact durable sur la santé des entreprises, sur notre santé à tous, sans doute d'ailleurs. Monique Sorrentino, ce confinement, ce premier confinement, c'était la bonne solution, c'était la seule solution du point de vue sanitaire ? Oui. Si on avait eu des médicaments, bien sûr, je n'aurais pas la même réponse, mais dans la mesure où on n'avait pas de médicaments, oui, le confinement s'est imposé. Donc, vraiment, nous remercions les pouvoirs publics d'avoir pris cette position extrêmement difficile, plus toutes les autres mesures barrières qui ont été mises en place de façon graduée par rapport au niveau de la crise. Donc, on sait à quel point ce sont des décisions difficiles. C'est pour ça qu'à nouveau, je remercie vraiment chacun d'entre vous, le monde économique, le monde social, les écoles, etc. Vraiment, tout le monde a contribué. Ou sinon, au niveau des hôpitaux, on n'aurait pas pu faire face du tout. Et ça, voilà, vous évoquiez des chiffres tout à l'heure qui sont édifiants. Tout à fait. Voilà. Donc vraiment, oui, ça a été une bonne décision, et ainsi que toutes les autres mesures barrières qui sont maintenues. Et aujourd'hui, l'appel à la vaccination, bien évidemment. Philippe Guédon, pour Kingsway, vous avez fait le bilan de la crise 2020. Oui, et on va dire qu'on tire notre épingle du jeu. Même si je garde à l'esprit qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises sur notre territoire. Enfin, on parlait tout à l'heure de ce qui était restauration, bars, hôtels et autres qui sont lourdement touchés. On parlait aussi d'entreprises situées à Centrale, et pour un certain nombre qui sont liées au monde des sports d'hiver, où voilà, la chose n'est pas facile. En tout cas, chez Kingsway, on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti d'abord parce que le marché a bien résisté. On est sur un marché du jouet résilient, c'est le terme qu'on emploie. Voilà, les parents ont su préserver le budget d'achat pour leurs enfants, et Kingsway a surperformé par rapport aux jouets. Mais je pense que si on regarde d'une manière un peu plus large, ce qui peuvent être aussi les premiers enseignements de cette crise et de ce qu'on a vécu en 2020, moi je pense qu'il y a quand même du positif, si je ne veux pas être
On n'est pas c'est dans le jouet, il y a une série qui s'appelle Bisounours, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On n'en est pas là. On peut être optimiste quand même. Mais ceci étant, on peut quand même sortir ce qu'il y a de positif. Moi, je pense que l'année 2020 a montré quand même deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même, les Français en général, voire on est sûrement, ont pris conscience de ce qu'était l'importance du commerce de proximité et qu'il y a encore un commerce de proximité demain. Et ça, je pense que quand on écoute les gens, on voit comment ils ont fonctionné, et notamment sur le mois de décembre, ils restent attachés à avoir, encore une fois, ce commerce physique. Et puis deuxièmement, pour ce commerce physique, ça a permis aussi d'accélérer sa digitalisation. Parce qu'on commence à mieux voir ce que sera le modèle de demain. On en parlait tout à l'heure, certains ont annoncé à un moment la mort du magasin physique, que tout allait être digital. J'y ai jamais cru pour ma part. Et c'est pas ce que vous avez vérifié pendant la crise d'ailleurs, c'est le contraire. En l'occurrence, voilà, on voit bien que le digital amène un service complémentaire au client, ça lui facilite ses achats en magasin, mais au final, les achats se font sur le point de vente physique, face à des vendeurs, des experts, en touchant, en voyant ce qu'on achète. Et je reste convaincu que même si par ailleurs il y a plein d'incidences négatives de ce qu'on a vécu, il y a quand même ces deux points qu'il faut garder à l'esprit et qui donnent un peu de baume au cœur pour la suite. Bon, King Jouet a pu aussi profiter sur sa bonne image, sa bonne notoriété et l'implantation. Vous avez toujours insisté pour maintenir l'implantation physique de vos commerces, malgré la progression inévitable du digital. Sur une illustration, sur 2020, deux choses. D'abord, on continue à ouvrir des magasins. Là où on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a plutôt trop de mètres carrés par rapport au poids qu'a pris le digital. Et on vient de réinvestir dans un nouveau concept de magasin. Donc là aussi, ce choix d'investissement, il s'est fait lors du premier confinement, à une époque où tout le monde nous disait « Non, mais vous vous trompez de choix. Il faut aller à fond dans le digital et laisser tomber vos investissements de magasin. » On a fait le choix inverse. On est convaincu qu'aujourd'hui, notre ADN, notre savoir-faire, c'est le point de vente. D'autres font très bien un métier digital. Je ne vais pas les citer. On les connaît tous. Mais on se battra mieux face à ces géants américains, pour celui que j'ai en tête, en étant encore meilleur sur le point de vente. Donc alors, on va revenir sur les points de vente, mais peut-être pendant le confinement, les Français ont aussi redécouvert le plaisir de jouer en famille, les jeux de société, tout simplement. Oui, le fait de s'être retrouvé, en tout cas sur le premier confinement, avec des enfants à la maison, a aussi ramené une justification, un intérêt à ce qui est le côté ludique du jouet. Vous avez raison que sur l'année 2020, une des catégories de produits qui s'est particulièrement bien vendue, c'est tout ce qui tourne autour des jeux de société et des Pulse. Ce nouveau concept de magasin, du coup, je crois que d'ailleurs celui que vous venez d'inaugurer à Saint-Étienne, dans notre région, en est un bon exemple. Met en avant l'attrait des consommateurs pour le contact, vous avez envie en fait dans vos magasins de donner envie aux consommateurs de flâner, de rester. Oui. Alors je ne vais pas les citer, mais je vais les citer, tant pis. Je trouve que souvent le meilleur allié d'Amazon, en fait, c'est le magasin. Un magasin sur lequel on n'a pas fait les investissements voulus, donc il y a un peu de décrépit. Un magasin où on ne trouve pas tout ce qu'on voudrait, donc on va le chercher. Et puis parfois un magasin, pardon de le dire à certains commerçants qui peuvent nous écouter, où le conseil, l'accueil n'est pas toujours au niveau. Je pense qu'il faut se battre sur ces trois volets, d'avoir des équipes qui soient, encore une fois, il faut que les gens, en sortant du magasin, aient eu plaisir dans le contact physique qu'ils ont eu avec nos équipes. Il faut que le lieu soit ludique. Alors on a la chance dans le jouet de vendre des produits ludiques, donc ça aide. Mais malgré tout, il faut aussi que le reste, que ça donne envie de rester, de flâner, comme vous le dites, dans les points de vente. Et puis, il faut aussi se battre pour avoir les bons produits tout au long de l'année, de manière à ce que les gens ne fassent pas des allers-retours pour rien. Alors, on a envie de savoir comment on invite les consommateurs à flâner. Il y a des espaces de détente, il y a un bar à glace, j'ai vu. Exactement, oui, il y a ce qu'on appelle la tanière des lions sauves. Le clin d'œil par rapport à notre mascotte, où en effet, on offre des glaces aux enfants. On a fait un choix un peu particulier. Généralement, on est plutôt sur des boissons à destination des tout-petits. Là, et d'ailleurs, on l'a fait avec un glacier d'Aix-les-Bains. Voilà, on a voulu aussi un artisan. On n'est pas allé chercher des glaces industrielles. Ça reste du local, du régional en tout cas. Et oui, il y a d'abord, le magasin, en termes d'utilisation de matériaux, de couleurs, est plus contemporain que ce que l'on faisait précédemment. On a revu donc le parcours client, ce que vous indiquiez, de manière à ce qu'on incite les clients à flâner. Dans notre concept précédent, on était plutôt à être entre guillemets, dans l'efficacité de chercher à amener le client rapidement sur ce qu'il cherchait. Là, on essaye à ce que le client passe plus de temps dans notre magasin. D'ailleurs, un des critères qui fera que ce nouveau concept fonctionne ou pas, au-delà du chiffre d'affaires, on reste des commerçants, c'est un peu le tiroir caisse qui juge, c'est de voir le temps que les clients passeront dans le point de vente.
avec un coin lecture, un coin vidéo, des espaces démonstration qui du coup mettent en avant la qualité de vos vendeurs. Alors, ce qu'on appelle l'expérientiel de nos jours, même si avec les contraintes qui sont les nôtres actuellement, ce volet-là n'est pas aussi, on ne l'exploite pas autant qu'on le souhaiterait. En effet, c'est d'avoir, là aussi, par rapport au digital, c'est pas qu'on soit constamment à se comparer par rapport au digital, mais ce qu'on apporte, c'est du physique avec nos vendeurs. On en a parlé, je reste convaincu que c'est la différenciation, elle passe déjà par là. Et puis par le physique, le fait de pouvoir voir le produit et le cas échéant, avoir une démonstration de pouvoir s'imaginer comment son propre enfant va pouvoir demain jouer avec l'article. Donc une année 2020 plutôt pas mauvaise. Commercialement, on est en progression par rapport à l'année dernière, donc je ne vais pas me plaindre. Un nouveau concept, ça veut dire un rythme de développement sur les années qui viennent. On va continuer à investir sur le point de vente, à ouvrir des points de vente sur 2021 et puis à rafraîchir, à mettre notre parc existant progressivement sur la base de ce nouveau concept. Ouais, King Jouet, c'est quoi, 240 points de vente, c'est ça? Alors aujourd'hui, donc, il y a King Jouet, puis il y a la partie Maxitoy qui évoquait Monsieur le maire tout à l'heure, qu'on a repris l'été dernier. Donc chez King Jouet, c'est 240 points de vente. La majorité, la grosse quasi-totalité est en France, et puis on a aussi quelques points de vente en Suisse. Et puis on a repris donc l'enseigne Maxitoy, qui est une enseigne belge, qui elle a 95 points de vente en France, qui en a une trentaine en Belgique, et puis qui est aussi présente au Luxembourg et en Suisse. Plusieurs centaines d'emplois sauvés par le biais de cette acquisition. C'est aussi une fierté quand même pour les Voironnais que de savoir qu'une société de chez elle a permis ça. Oui, c'est 800 personnes. Très beau fleuron local, et avec en plus un entrepreneur qui est très attaché à son territoire. Et je l'en remercie. Je vous confirme, avec des générations précédentes qui m'ont montré le droit chemin aussi sur ce sujet. Alors la crise sanitaire aura eu des conséquences sur de nombreuses entreprises. On évoquait le BTP en particulier, et donc sur certains chantiers, ici à Voiron, sur celui de l'hôpital, d'abord complètement arrêté, puis ralenti. Il a fallu redémarrer doucement le chantier, Elodie Ancillon. Donc oui, complètement. Un premier confinement qui a nécessité une suspension de l'activité de tout le monde du bâtiment. Donc on a eu une interruption totale du chantier entre le 18 mars et le 27 avril. Donc c'est vrai que ça a été une période qui a été difficile à vivre à nouveau pour les hospitaliers, parce qu'il a fallu faire le deuil d'un calendrier de fin d'année qui était évoqué jusqu'à présent pour l'ouverture de ce nouvel hôpital. Dès le 27 avril, on a tout fait pour rapidement pouvoir réouvrir ce chantier. Donc c'est vrai que cette reprise, elle a été lente, elle a été progressive, parce qu'il a fallu retrouver beaucoup de moyens humains, beaucoup de ressources au niveau des sociétés sous-traitantes sur ce chantier qui devaient trouver du personnel, notamment dans le domaine de la peinture, les plaquistes, qu'on a eu un peu de mal à revoir sur notre chantier. Et au bout de quelques mois, après la période estivale, on a eu de nouveau des cadences qui nous permettaient de reprogrammer une coordination de l'ensemble des entreprises qui interviennent sur ce chantier pour une ouverture du coup décalée à l'automne 2021, une réception du bâtiment que l'on prévoit pour la fin mai 2021. Et aujourd'hui, certaines phases de chantier sont terminées à 80 ou 90%. Oui, alors c'est vrai que c'est assez hétérogène. On est sur des parties qui sont quasiment achevées, 90% d'avancement sur certaines zones. La zone qu'on appelle le plateau technique, où on retrouve les urgences notamment. Donc c'est des zones où on est vraiment aux travaux de finition, la peinture, le sol. Enfin, c'est vraiment les travaux avant les premières levées de réserve et d'observation. Et puis des zones un peu moins avancées, comme le plateau qui rejoint les deux bâtiments, le plateau technique et le plateau d'émergement, où on a encore 40% d'avancement des travaux, donc c'est vrai que c'est pas encore suffisant. Donc ça reste un travail quotidien de coordination de l'ensemble des acteurs sur ce chantier. Il ne faut rien lâcher. Le chantier de l'hôpital de Voiron qui entre donc dans sa toute dernière ligne droite. On fait le point avec ce reportage. Avec des locaux dont les parties les plus anciennes datent de 1927, l'hôpital de Voiron est vieillissant, parfois peu adapté aux contraintes actuelles. Il est également difficile d'accès en raison de sa situation sur le flanc de la Vouise, non desservi par les transports en commun. Si bien que la nécessité de construire un nouvel hôpital s'est rapidement imposée comme une évidence au début des années 2000. En effet, l'hôpital de Voiron est stratégique pour le territoire. Les professionnels de santé y réalisent près de 5400 interventions en bloc opératoire, traitent près de 37 500 passages aux urgences et assurent près de 1200 naissances chaque année. Le service mobile d'urgence et de réanimation réalise quant à lui plus de 1300 interventions. Le nouvel hôpital, avec 29 000 m² de surface plancher, ses 290 lits et places, son hélisurface et les 1045 professionnels qui y seront mobilisés
permettra de conforter la qualité de l'offre de soins d'un bassin de santé d'environ 170 000 habitants. Avec le déménagement prochain de l'hôpital dans les nouveaux locaux, s'ouvre la question du devenir du site de l'hôpital actuel, dont les perspectives restent encore à définir. Voilà, il y a un projet qui s'achève, qui est sur le point de s'achever. Monique Sorrentino, ce projet, il était complexe. On a longtemps parlé même d'un serpent de mer. C'est un projet qui a connu une véritable accélération ces dernières années. Comment ça s'est passé ? Écoutez, oui, pour faire sortir un tel projet, c'est quand même assez long. Il y a eu besoin de fixer un budget, un programme, un projet médical, etc., etc. Et là, maintenant, vraiment, on peut dire qu'on tient le bon bout. On est vraiment dans les derniers mètres. C'est comme quand vous voulez monter faire un sommet. Plus vous approchez du sommet, plus ça vous paraît loin. Mais là, on est vraiment tout à côté. Donc, on a finalisé un certain nombre d'éléments. On aura une problématique aussi de déménagement. Donc, on va plutôt déménager en un bloc tout l'hôpital, parce que tous les services sont interdépendants, donc on ne peut pas se permettre d'ouvrir la moitié de l'hôpital de Voiron dans les nouveaux bâtiments et laisser le fonctionnement sur le reste. Donc simplement vous rassurer pour vous dire que, et au niveau des tutelles, des collectivités qui nous ont aidés, il y a une volonté vraiment d'avancer sur ce chantier, et que bien sûr tous les professionnels de santé et autour, tout le monde économique qui se mobilise pour que ce chantier avance. Tout le monde est au rendez-vous, le pied sur l'accélérateur pour l'ouvrir dès que possible, mais bien l'ouvrir, c'est-à-dire qu'on prépare, on a des travaux de préparation extrêmement importants parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont modifiées, mais vraiment je tiens à remercier Élodie Ancillon et toutes ses équipes parce que le travail est fin et de qualité, la communauté médicale et soignante est très investie, donc je suis vraiment très optimiste. Bon, Élodie Ancillon, le déménagement ce sera pour cet été, ouverture en septembre, vous nous l'avez dit, mais ces dernières années, vous avez eu, vous, à écrire ce fameux projet médical, à la fois avec les équipes de Grenoble et les équipes de Voiron. Alors, comme vient de le dire Monique Sorrentino, ce projet médical, il est encore de s'affiner, parce qu'à travers la fusion qu'on évoquera tout à l'heure, il y a des éléments qui nous permettent aujourd'hui de conforter un certain nombre de spécialités, désormais possibles grâce au rapprochement des équipes voironnaises et celles de Grenoble, notamment sur les activités chirurgicales, où on est en mesure aujourd'hui de pouvoir armer dans ce nouveau bâtiment un secteur ambulatoire de pointe. Et donc là, c'est vrai que c'est encore des éléments qu'on continue de travailler avec les équipes. Et avec le personnel, c'est important, les équipes très concrètement sur le terrain sont associées. Peut-être juste sur le personnel, me permettre effectivement de rajouter que dans sa phase initiale, quand les premiers travaux ont démarré, on a eu plusieurs groupes de travail, donc c'était avant notre arrivée sur ce projet, mais des groupes qui ont permis de choisir la localisation des services dans ce nouveau bâtiment, des mariages de spécialités nouvelles qui verront le jour avec l'ouverture de ce nouvel hôpital, et puis effectivement une association étroite de notre personnel à travers une chambre témoin qui avait été installée, permettant à nos professionnels de santé d'apporter leur contribution dans l'agencement de la chambre d'hospitalisation, dans le choix des matériaux. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important pour donner du sens aussi à nos professionnels et donner une visibilité sur leurs futures conditions de travail. Monsieur le maire, un mot sur la volonté politique. Je parlais de serpent de mer. Ce projet, on en parle depuis près de 20 ans. Il a fallu renverser des tables. Vous savez, il est clair qu'un projet de cette envergure, il ne peut pas avancer sans une farouche mobilisation de tous les acteurs de la chaîne. Et je dis bien tous les acteurs de la chaîne, qui sont extrêmement nombreux. Et personne ne pourra demain revendiquer la responsabilité personnelle d'un aboutissement sur un dossier comme celui-ci. D'autant plus que dans les positions respectives de chacun, les acteurs se sont relayés en plus au cours de quelques années. Donc la volonté est indispensable. Moi, je voudrais que de manière très simple, on comprenne bien qu'un projet comme celui-ci, tout compris, y compris l'acquisition des terrains, la réalisation de la voirie, c'est 115 millions d'euros d'investissement public. Vous imaginez bien que dans la France du 21e siècle, parce que c'est une réalité qui n'est pas nouvelle dans ce moment, et en plus, en ce moment, on serait même tenté de penser le contraire, donc je le dis, l'argent public se faisant rare, les territoires sont en compétition les uns avec les autres. Et des territoires qui, comme Voiron, auraient pu revendiquer la nécessité d'un nouvel hôpital, sont nombreux. Pour qu'on puisse avoir cet hôpital à Voiron, il fallait parfois se battre plus et mieux que les autres aussi, pour avoir la chance de l'obtenir. Donc j'en suis heureux, c'est indispensable. Au-delà de l'aspect sanitaire dont on mesure bien la valeur aujourd'hui, je rappelle quand même que l'hôpital est le premier employeur du territoire.
On a plus de 1000 agents qui y travaillent. Donc vous imaginez que les conséquences sur la vie de Voiron et du Pays voironnais, elles vont même au-delà du seul aspect sanitaire. Et puis évidemment, un véritable enjeu de territoire, hein, Monsieur le Président. On évoquait les chiffres impressionnants, à 37 000 passages aux urgences chaque année. Oui, puis je crois que c'est un projet qui va concourir à garantir l'autonomie sanitaire du territoire. Et ça, je crois qu'on le vérifie aujourd'hui, c'est un élément essentiel. Et puis, ça va concourir à ce qu'évoquait plutôt Philippe Guédon, c'est-à-dire au niveau de l'attractivité du territoire. C'est quand même un élément essentiel de pouvoir s'appuyer sur une structure au sein de Voiron et au sein du Pays voironnais. Alors sur le fonctionnement, vous le disiez, ce futur nouvel hôpital, il est basé sur la fusion avec le CHU Grenoble-Alpes. C'était bien ça. Ça date d'il y a 2 ans, je crois. Alors, l'histoire de la fusion a démarré il y a 2 ans, mais elle est effective depuis le 1er janvier 2020. Donc, on fête notre premier anniversaire de fusion. Et simplement parce qu'on en a déjà parlé, redire que l'élaboration du projet d'établissement et du projet médical est fondamentale. Et en fait, vous parliez de l'autonomie sanitaire. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye d'organiser, en sachant que bien sûr, pour un certain nombre de soins, il s'agit de graduer les soins entre le territoire de Voiron et le territoire grenoblois pour que les Voironnais puissent profiter de l'ensemble des techniques disponibles sur le territoire. Donc ça, c'est tout un travail fin que Élodie Ancillon le disait avant moi, qu'on continue de co-construire au quotidien avec chacune des disciplines pour savoir comment on organise et comment on maille le territoire entre des soins qu'on veut développer, renforcer, pérenniser, consolider en proximité de la population voironnaise et un certain nombre de techniques que l'on veut offrir aussi aux Voironnais puisqu'elles sont disponibles sur Grenoble. Donc aujourd'hui, on travaille un projet médical de façon commune, c'est-à-dire que discipline par discipline, sur la chirurgie, la maternité, la pédiatrie, etc., les équipes médicales et soignantes de Grenoble et les équipes médicales et soignantes concernées de Voiron travaillent ensemble pour voir comment on définit une stratégie pour le territoire et bien sûr en l'ouvrant de plus en plus, ça a déjà été dit, sur la médecine de ville, sur la montée en charge des communautés professionnelles territoriales de santé avec lesquelles on travaille. Et on va travailler de plus en plus pour que l'hôpital soit vraiment centré sur ses missions. Moi, je voulais quand même profiter de tout ce qu'on vient de dire ensemble pour dire que, et ça a été dit, qu'il faut vraiment un équilibre entre les objectifs économiques, les objectifs sociaux, les objectifs sanitaires, parce que le monde sanitaire a besoin d'avoir une justice sociale aussi. On a besoin d'avoir une économie forte, parce qu'on sait très bien que si ces éléments-là ne fonctionnent pas dans une société, on va avoir un report de personnes qui vont être mal, qui vont développer un certain nombre de pathologies et qui vont à nouveau solliciter le système sanitaire. Donc on a vraiment besoin de vous, on a besoin qu'une société soit équilibrée entre tous ces aspects et que ce ne soit pas que le sanitaire, bien sûr. Et donc on a vraiment besoin de travailler ensemble et c'est ce qu'on fait avec Voiron. Les équipes commencent à se connaître, on a le même système d'information qui s'est mis en place, on a les mêmes outils, les mêmes fonctions support qui nous aident. Le partage des dossiers, c'est important. Le partage de dossiers, c'est vraiment fondamental. Mais avant d'y arriver, il faut faire toute une grosse intendance de modification. Donc tout ça, ça a été fait en 2019, un travail de fond, de fourmi, pour bâtir les fondations d'une collaboration plus forte. Si je peux me permettre, moi, je voudrais témoigner du fait que j'ai eu la responsabilité et l'honneur, pendant 6 ans, de présider le conseil de surveillance du centre hospitalier de Voiron. On était dans des débats qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. On essayait encore de faire en sorte d'avoir la garantie que ce projet de nouvel établissement puisse aboutir. Mais pendant 6 ans, on a vécu des débats liés à l'absence de moyens, aux difficultés qu'on rencontrait. Et Voiron, le centre hospitalier de Voiron, seul, n'avait pas les moyens de répondre aux défis face auxquels il était confronté. Depuis maintenant un peu plus de 2 ans que l'on a travaillé d'abord par l'intermédiaire du groupement hospitalier de territoire, puis dans la perspective de la fusion avec le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes, on retrouve des perspectives de projet, des perspectives de renforcement d'activité, des perspectives de développement de départements nouveaux de pratiques, et puis la garantie que le projet va aboutir. Donc moi, je voudrais vraiment remercier Monique Sorrentino et Élodie Ancillon. Vous savez, la crainte pour un territoire comme le nôtre, c'est qu'en développant des coopérations avec des plus gros, on se fasse manger et conserve d'équilibre, d'appoint. Or, elles nous témoignent, et par leur présence encore aujourd'hui et leur engagement dans les dossiers voironnais, toute la considération qu'elles nous portent, et c'est précieux pour toutes les populations, donc je les en remercie. Bon, je ne peux pas quand même ne pas poser la question des urgences, qui, vous le savez, suscitent des inquiétudes ici à Voiron. Le personnel est sous tension, il manque des effectifs. Est-ce que vous avez, Madame la Directrice Générale, des éléments pour être rassurante sur ce sujet ? Oui, j'en ai. Alors, avant de vous répondre sur les urgences, dire que
Avant la crise du Covid, le système sanitaire dans son ensemble au niveau national était en difficulté, en crise, et qu'il y avait déjà eu le projet Ma Santé 2022, et que c'est beaucoup la crise des urgences au niveau national qui a suscité cette perte de sang, ces difficultés. Donc avant le Covid, on était déjà en difficulté, et particulièrement effectivement sur un grand nombre de services d'urgence en France. Donc sur Voiron, nous avons cette difficulté, et c'est notre travail au quotidien avec l'ensemble des équipes médicales, puisqu'on a une pénurie de personnel urgentiste. On n'en a pas assez sur le territoire. On se les dispute entre territoires parce que voilà, on essaie de les attirer, mais donc on sait que si on n'en met plus sur un territoire, on va déshabiller un service pour habiller un autre. Donc on est arrivé au bout d'un système sur l'organisation des urgences, et conformément à ce qu'on a essayé de dire, avec le Ségur de la santé aujourd'hui, on lance une réorganisation du système de santé. Donc c'est un changement en profondeur, et la crise du Covid, finalement, c'est un élément d'accélération énorme de notre capacité peut-être de nous réformer tous ensemble pour réorganiser tous ces soins non programmés, bien sûr les urgences vitales, mais pour l'instant, effectivement, sur Voiron, on a un problème plus aigu qu'ailleurs en termes de nombre d'urgentistes. Donc je dois vraiment remercier la communauté médicale de Voiron et celle de Grenoble, puisqu'il y a beaucoup de solidarité. Donc à aujourd'hui, malgré plein de difficultés, nous avons pu assurer chaque jour, à chaque minute, le fonctionnement du service des urgences et du SMUR de Voiron par des prouesses d'organisation, effectivement, parce qu'on n'a pas suffisamment d'urgentistes pour faire tourner ces urgences. Et on a aussi l'aide du monde libéral. Élodie Ancillon, on en a parlé tout à l'heure, on a une consultation de médecine générale qui vient sur Voiron et qui assure son planning, qui nous aide, et on essaye de s'entraider sur le territoire. On a aussi, grâce au Ségur de la santé, de nouvelles perspectives d'attractivité financière pour la rémunération du personnel médical public, qui sont de nouveaux éléments qu'on essaye de faire connaître, qu'on met en place, etc. Donc on a ces éléments-là, mais surtout au niveau des urgentistes, ce qui s'exprime, c'est beaucoup une espèce de fatigue sur les conditions organisationnelles, notamment la nécessité de chercher des lits en aval d'un passage aux urgences, et c'est un petit peu tout ça qui s'exprime. Du coup, la réponse, ça peut pas être que les urgentistes, c'est un peu la façon dont on fait évoluer l'ensemble du système de santé, et on est vraiment très optimiste. On porte sur le territoire sud-Isère, donc Grenoble-Voiron, un projet d'expérimentation avec les cliniques, avec le monde libéral, pour essayer de nous organiser mieux pour répondre à cette demande. Et donc un optimisme pour l'avenir des urgences et du renfort, j'ai bien noté. En tout cas, le rendez-vous est pris pour septembre de cette année. Bon, Julien Paula, très rapidement, parce qu'il va falloir qu'on conclue, mais va se poser aussi la question de l'avenir de l'ancien hôpital. Oui, bien sûr, l'ancien hôpital qui, dès lors qu'il sera libéré, va être un enjeu et un atout, une opportunité pour la ville de pouvoir assurer son développement sur d'autres aspects, sans avoir pour ce faire à consommer des espaces naturels, agricoles du territoire que l'on veut préserver par ailleurs. Donc on est en train actuellement d'étudier la capacité qu'on aura à reconvertir ces bâtiments, en sachant qu'il y a quand même des contraintes importantes quand on est sur des bâtiments anciens, quand on est de surcroît à flanc de coteau avec des risques naturels potentiels. Les projets, ça consistera à développer potentiellement des logements, et pourquoi pas des logements dédiés à des personnels de santé ou à des jeunes, parce qu'on voudrait aussi développer sur place des filières universitaires ou de formation supérieure. On a 6 lycées à Voiron, 3500 lycéens et très peu de débouchés de formation supérieure. On estime que là, on a un site qui requiert toutes les capacités utiles pour pouvoir l'envisager. Je voulais simplement rajouter qu'on l'a dit, je pense qu'on sera très heureux d'aller dans le nouvel hôpital, mais il faudra qu'on marque quand même la fin de l'ancien hôpital de Voiron. Donc on aura un élément particulier à travailler, parce qu'on ne quitte pas un hôpital qui a marqué son territoire comme ça. Donc il y aura un élément d'histoire à vraiment bien organiser pour qu'on puisse tourner cette page de la façon la plus sympathique possible. C'est un hôpital et ça a été le lieu de naissance et donc de bonheur aussi, tellement nombreux pour les gens du territoire qu'effectivement, de toute façon, ces bâtiments perdureront. Ils auront une nouvelle vie, mais ils resteront bien ancrés dans le territoire, c'est sûr. Eh bien, encore un gros dossier qu'on va suivre évidemment, un dossier important en 2021. Je crois qu'il est temps de conclure cette émission. Monique Sorrentino et Élodie Ancillon, merci encore d'avoir été avec nous. Une année 2021 qui sera celle, j'en suis sûr, du soulagement sur le plan de la crise sanitaire et puis l'aboutissement d'un très beau projet ici à Voiron. Voilà, pour nous, 2020, c'est l'année où on souhaiterait rebondir. 2021, reconstruire et puis partir avec beaucoup d'espoir. Je pense que cette crise nous aura fait grandir, et donc il faut qu'on fasse pousser toutes les graines qu'on a pu planter à droite et à gauche. Bon, l'aboutissement d'un beau projet, Élodie.
Oui, bien sûr, réussir cette transition vers le nouvel hôpital de Voiron et réussir à rendre notre territoire plus attractif, comme on l'a évoqué au cours de cette émission. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux pour rendre notre territoire encore plus visible et arriver à attirer de nouveaux professionnels de santé, médecins et soignants dans ce futur bâtiment. Philippe Guédon, on parle beaucoup de résilience pour le monde économique qui sait s'adapter, et puis une belle année pour King Jouet. Oui, puis on est sur les vœux de la ville de Voiron, donc des vœux républicains, un peu plus d'égalité, de fraternité, puis surtout de liberté, parce que je pense que ce qu'on cherche tous aujourd'hui, c'est d'avoir le Covid derrière nous et de retrouver de liberté sur plein d'aspects. Bruno Catin, le Pays voironnais va enfin pouvoir entrer dans une année de construction. Oui, on va travailler très vite sur cette feuille de route, définir nos priorités. Et je pense qu'on aura également des projets intéressants à mettre en place. Juste un petit mot quand même, quelques mois après, ça sera pour nous l'inauguration du musée archéologique du lac de Paladru, donc qui va devenir un pilier de notre politique touristique et culturelle. Et puis pour terminer sur des vœux, effectivement, vite le retour de nos libertés individuelles. Et puis la possibilité de vivre à la française, je pense que ça nous manque et ça manque à beaucoup de nos concitoyens. Julien Pollard, je vous laisse le mot de la fin. 2020 a montré nos fragilités, mais aussi, vous le disiez, nos forces. Oui, moi je voudrais conclure, si vous voulez, d'abord en remerciant tous ceux que je n'ai pas eu le loisir de citer et dont j'aurais voulu qu'ils m'entourent, comme c'est le cas habituellement lors de la cérémonie des vœux. L'ensemble des élus de la ville de Voiron, ceux de mon équipe municipale, mes adjoints qui sont énormément mobilisés pour faire face à tous les enjeux auxquels on se confronte, l'ensemble des agents de la ville de Voiron qui font honneur à la notion de service public et grâce auquel le lien n'a jamais été rompu. Et puis 4 motifs d'optimisme pour l'avenir. Le premier, c'est qu'on a la vaccination qui arrive sur le territoire. On aimerait que ça aille plus vite encore, mais je vais croire que ça va se développer très vite dans les semaines à venir, qui est quand même la perspective de sortir de cette vague, de ces vagues consécutives auxquelles on est confronté depuis quelques mois. Je veux tirer aussi les enseignements positifs de ce qu'on a vécu. Je pense qu'à être privé de certaines choses qui nous font du bien, la relation avec nos proches, en famille, avec les amis, la convivialité, eh bien on saura peut-être mieux la savourer demain. Et on a tous besoin parfois d'être privés de quelque chose pour mieux en mesurer la valeur. Sachons nous reposer là-dessus pour penser que le reste de nos vies sera d'autant plus intense. Je voudrais qu'on réaffirme cette union, cette force, ce potentiel du territoire voironnais qui est quand même exceptionnel et objectivement plus fort que d'autres territoires de France. En témoigne ici la richesse des acteurs qui m'entouraient et qui ne sont qu'un modeste reflet de tout ce que le territoire incarne. Je pense aussi à ceux de la vie associative, grâce auxquels on a une vie culturelle, une vie sportive, des solidarités qui s'exercent aussi. Et puis, ce qui compte surtout, c'est qu'on soit tourné vers l'avenir, qu'on ait des projets. Vous avez vu qu'ils ne manquent pas et j'en suis très heureux. C'est ce que j'aurais voulu dire à tous les Voironnais au grand angle si j'avais eu l'opportunité de leur parler. Donc on le fait par l'intermédiaire de cette vidéo et je leur renouvelle en tout cas tous mes remerciements pour leur contribution personnelle aussi à la résolution de la crise et pour la confiance dont ils nous témoignent. Merci à vous d'avoir été nos grands témoins. Merci monsieur le maire. Excellente année à tous.